Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on braque les projecteurs sur une réalité qui est profondément complexe, absolument urgente et qui est pourtant, et c'est tragique, beaucoup trop ignorée. On parle ici d'une crise d'une ampleur vraiment vertigineuse qui se déroule en ce moment même sur le continent africain, la guerre au Soudan. L'idée aujourd'hui, c'est de lever le voile sur les mécanismes de ce conflit dévastateur et de comprendre étape par étape comment une nation avec un tel potentiel a pu se retrouver au bord du gouffre. Bon, pour y voir clair, on va diviser tout ça en 5 étapes clés. D'abord, la crise oubliée. Ensuite, l'image d'une nation divisée. Troisièmement, la lutte de pouvoir. Quatrièmement, les terribles échos de l'épuration ethnique. Et on terminera par la toile mondiale, pour comprendre qui tire les ficelles en coulisses. On commence donc par notre première partie, la crise oubliée, ou ce qui est aujourd'hui la plus grande urgence humanitaire au monde. Pour vraiment saisir l'ampleur du désastre, il faut regarder les choses en face. On parle de villes entières qui sont ravagées. Les infrastructures vitales, que ce soit les écoles ou les hôpitaux, sont tout simplement en ruine. Et du coup, des maladies comme le choléra et la malaria prolifèrent à une vitesse folle. Le constat des Nations Unies est glaçant. Le Soudan fait littéralement face à la plus grande crise humanitaire au monde aujourd'hui. La famine menace des centaines de milliers de vies et des familles entières sont obligées de fuir pour survivre dans des conditions qu'on a du mal à imaginer. Et pour mettre ça en perspective, regardez ce chiffre. 10 millions. 10 millions de personnes déplacées. C'est juste vertigineux. Imaginez des villes ou des régions entières qui se vident de leurs habitants, arrachés à leur foyer. Et malheureusement, ça s'accompagne d'un bilan humain tragique, plus de 150 000 morts recensés depuis le début de la guerre civile. Derrière ce nombre astronomique, c'est pas juste des statistiques, ce sont des vies brisées, des agriculteurs qui ne peuvent plus travailler leurs terres, ce qui nous amène tout droit vers une famine imminente. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, une nation divisée. On va s'intéresser à l'or, à la géographie et à la démographie du pays. Alors, comment on en est arrivé là? Pour comprendre, il faut prendre un peu de recul sur les combats. Le Soudan, c'est ce grand pays situé juste au sud de l'Égypte, bordé par la mer Rouge. C'est un véritable pont entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Et cette position, elle se reflète directement dans sa population. Sur les 50 millions de citoyens, près de 95% partagent la foi musulmane sunnite. Donc attention, la religion n'est absolument pas le moteur du conflit ici. Non, la véritable ligne de fracture, elle est ethnique. On a 70% de la population qui s'identifie comme arabe, face à environ 30% de personnes issues de tribus africaines autochtones, comme les Four, les Agawa, les Berti ou les Nuba. Et c'est cette division identitaire qui est vraiment au cœur des tensions historiques. Et ça illustre brillamment un autre paradoxe majeur du Soudan. C'est un pays extrêmement riche. Le sous-sol regorge de ressources naturelles, au point que le pays est le 3e plus grand producteur d'or de toute l'Afrique. Pour vous donner une idée de l'échelle, la production annuelle de l'Inde tourne autour de 2000 kilos. Le Soudan, lui, extrait plus de 60 000 kilos d'or par an de ses terres. C'est une montagne d'or, littéralement. Mais, et c'est là qu'est la contradiction tragique, le revenu annuel moyen de la population plafonne à environ $750. C'est une pauvreté écrasante. On pourrait se demander pourquoi, avec tout cet or? On estime que 90% de l'or soudanais est exporté illégalement via des réseaux de contrebande. Au lieu d'enrichir l'État et de construire des infrastructures pour les citoyens, ces richesses colossales disparaissent de l'économie légale et vont tout droit dans les poches des milices armées, ce qui leur permet d'acheter encore plus d'armes. En clair, c'est l'or qui finance le sang. Passons maintenant à la 3e partie, la lutte de pouvoir. C'est l'histoire de 2 généraux et d'une démocratie qui a été volée. Ces armes, financées par l'or de la contrebande, elles sont le carburant de la tragédie actuelle. L'histoire récente du pays est une succession d'espoirs brisés. Après 30 ans d'une dictature vraiment brutale sous Omar el-Béchir, des manifestations massives en 2019 réussissent l'impensable. Elles poussent le dictateur vers la sortie. Le peuple voulait la démocratie. Un gouvernement de transition civile est mis en place, mais cette révolution va être confisquée. En octobre 2021, l'armée balaye ce gouvernement civil par un coup d'État. Ensuite, cette nouvelle alliance militaire finit par imploser, ce qui nous précipite dans la guerre civile totale en avril 2023. Et au centre de ce chaos, on retrouve 2 hommes. D'un côté, on a l'armée régulière du Soudan, dirigée par le général Al-Burhan, qui est de facto le dirigeant du pays. De l'autre, on a les forces de soutien rapide, ou les FSR, une milice paramilitaire ultra puissante menée par le général Dagalo, qui était ironiquement l'ancien adjoint d'Al-Burhan. Le point de rupture, l'armée voulait intégrer les combattants des FSR dans ses propres rangs, ce qui aurait dilué le pouvoir de Dagalo. Et comme aucun des deux n'était prêt à lâcher son autorité ou le contrôle des mines d'or, ça a explosé. 4e partie, les échos de l'épuration ethnique, ou
comment les horreurs du passé refont surface au Darfour. Ce conflit de pouvoir qui a éclaté dans la capitale a fini par réveiller de très vieux démons dans l'ouest du pays, au Darfour. Pour bien cerner ce que sont les FSR, il faut faire un bond en arrière, en 2003. À l'époque, face à une rébellion au Darfour, le dictateur El-Bachir avait armé une milice tribale arabe pour écraser les soulèvements des tribus africaines. Cette milice, on les appelait les Janjaouides, ce qui veut dire littéralement les démons à cheval. Leur méthode était terrifiante et ont causé des centaines de milliers de morts dans ce qui a été largement qualifié de génocide. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Eh bien parce qu'en 2013, ces mêmes miliciens janjaouides ont été renommés, institutionnalisés et sont devenus les forces de soutien rapides. Et c'est terrible à dire, mais l'histoire semble se répéter. Une analyse assez récente du laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale a examiné des images satellites d'El-Fasher, et les conclusions sont insustenables. Depuis l'espace, les satellites ont capté des scènes macabres, des monticules de corps, le sol lui-même teinté de sang. Ces images suggèrent fortement un nettoyage ethnique systématique, où les combattants fouillent chaque maison pour cibler méthodiquement les membres des tribus non arabes. Évidemment, dans cette guerre de l'information, les accusations volent des deux côtés. On accuse les FSR de massacres atroces et d'enterrer des civils dans des fosses communes, ce qu'ils rejettent en bloc, affirmant qu'il s'agit seulement de conflits tribaux locaux. Mais l'armée régulière n'est pas en reste. Elle est accusée de mener des frappes aériennes aveugles sur des zones résidentielles denses, causant d'énormes pertes civiles. Le point commun entre nos deux généraux, ils ont tous les deux fait leurs premières armes en écrasant les insurrections du Darfour dans les années 2000. Ils connaissent ces méthodes par cœur. Et enfin, la 5e partie, la toile mondiale. On va voir comment les acteurs étrangers alimentent silencieusement ce conflit. Et c'est là que la géopolitique entre en jeu. Cette guerre civile est aussi, en grande partie, une guerre par procuration. Les enquêtes internationales pointent du doigt plusieurs puissances étrangères. D'un côté, les Émirats arabes unis sont accusés, bien qu'ils le nient formellement, de fournir des drones sophistiqués au FSR, potentiellement en échange d'or. De l'autre, l'Iran soutiendrait l'armée régulière avec des drones et des missiles. Et au milieu de tout ça, on retrouve la Russie, notamment via le groupe Wagner, qui fournirait des missiles au FSR, tout en essayant de jouer sur les deux tableaux pour sécuriser ses propres intérêts miniers et stratégiques dans la région. Mais pendant que ces puissances jouent au poker avec l'avenir du pays, ce sont les civils qui payent l'addition. 30 millions. C'est le nombre de personnes au Soudan qui ont aujourd'hui un besoin urgent et vital d'aide humanitaire. On parle de 60% de la population. Et le plus triste dans tout ça, c'est que les financements internationaux pour cette crise n'atteignent même pas un tiers de ce qui serait nécessaire pour éviter la catastrophe. En résumé, face à cette tragédie, le monde regarde ailleurs. Alors voilà où on en est. On a un pays immense, gorgé de richesses, mais dont la population est littéralement condamnée à la famine et prise au piège de violences ethniques effroyables. Tout ça à cause d'une lutte de pouvoir sanglante et d'intérêts géopolitiques obscurs. Face à l'inaction globale, à l'armement secret de ces milices et à ces signaux d'alerte de nettoyage ethnique qui sont visibles depuis l'espace, la véritable question qui conclut ce décryptage est lourde de sens. Que faudra-t-il vraiment pour que l'attention mondiale se focalise enfin sur le Soudan avant qu'il ne soit définitivement trop tard? On vous laisse méditer là-dessus. À la prochaine.